Bienvenue sur Wikidata, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, nous allons voir dans R ce qu'est la pipe function ou l'opérateur pipe. Et donc, si vous ne l'avez pas vu avant, la pipe function, ça ressemble à ça. Et donc, en fait, ça veut dire tout ce qui se trouve à gauche, mets-le à droite. Donc, c'est une espèce de tuyau qui va faire passer les informations. Donc, c'est le mot d'ordre. Vous allez voir en fait pourquoi c'est si utile et important. Donc maintenant, on va juste voir en bref quelles sont les étapes que nous allons faire dans cette vidéo. Donc là, je vous ai déjà fait la partie en bref, comme ça, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez déjà quitter la vidéo. Mais ensuite, on va voir plus en détail ce qu'est la pipe function. Donc comment elle fonctionne, quelle est son histoire, etc. Puis ensuite, on va voir des exemples avancés d'utilisation de cette pipe, donc peut-être des choses que vous n'avez pas vues jusqu'à maintenant. Et ensuite, on va voir quel est l'opérateur natif, parce que apparemment, cet opérateur vient d'un package dans R, celui-là, et celui-là, il est natif, et quelles sont les différences avec, entre ces deux-là. Et ensuite, pour finir, on verra un bonus, donc peut-être des choses dont vous n'avez pas forcément besoin, mais qui peuvent vous aider à vous éclairer dans R. Donc maintenant qu'on a vu le plan, je vous propose qu'on puisse commencer. Donc à tout de suite. Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistique et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Avant de commencer, ou de continuer, si je peux dire ça comme ça, donc ici, nous avons notre repository GitHub, ou notre GitHub repo, appelez ça comme vous voulez, le lien sera en description, et en fait, maintenant j'essaie de faire l'effort de pouvoir passer en fait tous les documents que j'utilise, donc là on utilise un Quarto document, à l'intérieur de ce repo, donc c'est comme un dossier géant, et vous allez simplement dans le dossier R, et dans le dossier R, vous allez trouver différents types de dossiers, et le document que on utilise aujourd'hui se retrouvera dans Tidyverse, dans Magritte R, et ici vous allez trouver le document de la pipe function, donc vous pouvez aller dessus et vous pouvez le télécharger en cliquant dessus ici, ou sinon vous pouvez utiliser simplement Git ou GitHub pour pouvoir le télécharger si vous savez comment faire. On aura bientôt une vidéo sur ça à ce sujet. Alors, comme je vous le disais en introduction, nous avons notre pipe qui ressemble à ça en dessin, mais qui ressemble à ça dans le code. Donc pourquoi a-t-on besoin d'une pipe? Donc une pipe, en fait, ça va nous permettre de pouvoir passer les éléments de gauche à droite, et ça va nous permettre de pouvoir composer plusieurs fonctions, plusieurs opérations assez rapidement. Donc une première chose à savoir, c'est qu'il y a un raccourci, parce que vous n'avez pas besoin de réécrire ça, ça prend du temps à chaque fois. Donc sur Windows, vous faites CTRL majuscule C, et sur Mac, c'est commande majuscule C. Donc vous voyez que l'opération est aussi rapide que ça, donc je peux simplement les enchaîner, vous voyez que c'est très rapide. Pour pouvoir utiliser ces pipes, normalement, vous êtes censé avoir un package qui utilise ce genre de choses, donc nous on va voir ça avec le package Magritte, mais vous allez voir que d'autres packages l'utilisent. Donc ici nous avons un élément de base, donc si on va juste prendre cette partie-là, on la lance. Donc ici on a un vecteur qui va de 1 à 10, comme on peut le voir là, et si on utilise la fonction sum dessus, ça va juste additionner tous les éléments de ce vecteur de 1 à 10, donc qui donne 55. Ça c'est l'utilisation de base. Mais avec la pipe, on peut simplement faire cette opération-là, donc le vecteur dont on parlait tout à l'heure, faire une pipe et mettre ça dans la somme. Et donc, lorsqu'on fait ça, on a exactement le même résultat, et donc on peut se demander, ok, on a ça, donc cette version-là, elle a l'air plus courte que celle-ci, pourquoi je m'embêterais à faire cette version-là que celle-là? Et c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Donc l'opérateur pipe, est appelé opérateur pipe ou tuyau en français, est un outil puissant en R qui permet d'enchaîner plusieurs opérations de manière claire et lisible. Il prend la sortie d'une fonction et la passe comme premier argument à la fonction suivante, rendant votre code plus intuitif et plus facile à suivre. Donc retenez bien cette partie, il prend la sortie d'une fonction et la passe comme premier argument à la fonction suivante. Premier argument, donc pour l'instant, vous voyez qu'on ajoute un élément de plus par rapport à ceux que j'ai mis au départ, donc ceux qui est à gauche, mets-le à droite, donc c'est le premier argument de la fonction suivante. Donc ici, juste un petit historique, donc c'est Stéphane, Milton Bash et Hadley Wickham, donc Hadley Wickham qui a pas mal contribué dans R, qui ont créé le package Magritte R, et qui va utiliser en fait une base qui est utilisée dans Unix, donc si vous connaissez le terminal bash, normalement il y a un opérateur pipe qui se fait juste avec un trait comme ça, qui est généralement le OU en programmation, qui va vous permettre en fait de pouvoir enchaîner des opérations, et le but c'est d'en avoir le plus possible. Ça a été aussi utilisé dans la programmation fonctionnelle, comme par exemple dans le langage F# ou dans le langage Haskell. Vous allez avoir des pipes qui sont écrits différemment, et en fait grâce à ces pipes on va pouvoir enchaîner des opérations. Donc l'objectif est de rendre le code R plus lisible et de réduire le besoin d'appel de fonctions imbriquées ou de variables intermédiaires. On va voir ça tout de suite, mais il y a
un avantage supplémentaire, c'est que ça va vous permettre aussi de rendre votre code plus court. Donc le premier exemple qu'on a vu avant, c'est pas très convaincant. Si on a déjà des petites opérations, ça n'a pas l'air de nous faire gagner du temps, mais ici on va gagner pas mal de temps sur des longues opérations. Donc il y a plusieurs packages qui utilisent la pipe function. De base, ça vient de Magritter. Ensuite, d'autres packages l'ont simplement ajouté dedans. Donc il y a dplyr par exemple et d'autres packages du tidyverse. Donc si vous ne connaissez pas dplyr ou tidyverse, vous pouvez aller regarder nos deux vidéos d'introduction. Donc c'est tidyverse en bref 1 et tidyverse en bref 2. J'aimerais mettre en avant le fait qu'on a aussi une vidéo sur les bonnes pratiques dans R et une vidéo sur comment rendre RStudio confortable. Je vous recommande d'aller les voir parce que ici je vais utiliser pas mal de raccourcis ou d'éléments et peut-être que vous les connaissez pas. Et on a aussi une série de vidéos d'introduction à R, donc vous pouvez aller les regarder. Je vais pas rentrer trop dans les détails, je pars du principe que certaines choses vous les connaissez déjà. C'est une fonction qui est utilisée dans beaucoup de packages. Et ça a eu une influence tellement grande que ça a poussé en fait à la création d'une pipe native dans R qui s'écrit comme ça, et donc dans la plupart des langages de programmation fonctionnelle, vous allez voir écrit comme ça. Et donc maintenant, c'est de base dans R, et ce qui est pas mal cool. Donc maintenant, ici, on va voir comment l'utiliser de base. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avantage d'utiliser la pipe function, c'est lorsqu'on va utiliser plusieurs opérations de suite plutôt qu'une seule opération. Donc ici, on a trois méthodes, donc les fonctions imbriquées, les variables intermédiaires dont on a parlé tout à l'heure, et ici, on va voir pourquoi l'opérateur pipe est préférable dans ce genre de situation. Donc ici, il y a plusieurs opérations qui se passent, comme je l'ai dit, et si on regarde la première opération qui va se passer ici, donc quand on va lancer ça, on a créé un vecteur de 1 à 10, comme on a fait jusqu'à maintenant. Sur ce vecteur de 1 à 10, on va simplement faire un log. Et ensuite, sur ce log, on va utiliser la valeur absolue. Voilà, donc on a fait la valeur absolue. Ça n'a pas fait grand-chose parce qu'on n'avait pas de nombre inférieur à 0. Ensuite, ici, on va faire la racine carrée de tout ça. Et ensuite, après ça, on va faire la moyenne de tout ce vecteur. Donc c'est super, on a fait toute cette opération, et si on fait la même chose ici, donc cette fois-ci avec des variables intermédiaires, donc on crée une variable A1, on utilise A1 pour créer A2, et A2 pour créer A3, etc. etc. Si on lance tout ça, on obtient la même chose. Le désavantage de cette méthode par rapport à celle-là, c'est qu'il faut soit tout sélectionner, soit les faire les uns après les autres. Aussi, une autre chose que j'aimerais mettre en avant, c'est pourquoi on crée des valeurs différentes. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien vous dire, bon en fait on va tout remettre dans A1 à chaque fois. La raison qui pousse à ça, c'est que c'est pour éviter d'avoir des objets qui ont des états complètement différents. Donc ici c'est assez simple, si on met tout dans A1 à chaque fois, toutes les opérations sont ensemble, donc vous savez que tout se fait ici. Mais par exemple si vous commencez à séparer votre code et que vous allez faire une opération dans A1 à tel endroit, puis 50 lignes plus tard vous allez refaire une opération dans A1, etc. Vous aurez pour A1 plusieurs états, et vu que R est un langage interactif, suivant en fait à quel moment vous le lancez, peut-être que vous êtes sur cette version de A1, mais en fait vous avez oublié de lancer celle-là, ou peut-être que vous êtes dans cette version de A1, mais vous avez oublié de lancer la version qui précède, ou etc. Et donc en fait vous pouvez très facilement vous emmêler les pinceaux. Et ensuite ici, on a l'opérateur pipe, donc simplement, ici on va commencer par 1 à 10, puis on fait toutes les opérations. Donc ici, c'est un sacré désavantage parce qu'en fait, lorsqu'on va essayer de créer ça, on a deux manières de le faire. Soit on essaie de la manière logique en se disant « Ah tiens, je vais commencer par 1 en allant de 1 à 10. Ensuite, il faut que je fasse un log. On revient de nouveau au départ. Il faut que je fasse une valeur absolue. Ensuite, il faut que vous compreniez en fait que ça prend du temps, etc. Et c'est pas forcément la chose la plus désirable. Ou vous pouvez vous dire, tiens, je sais quelle opération je veux faire au final, donc il faut que je pense. Donc je vais faire le log, la valeur absolue, puis la racine, après la moyenne, donc je vais commencer par la moyenne. Ensuite, j'avais dit quoi avant? Oui, c'était la racine carrée. Donc vous voyez que ça devient très rapidement en fait assez embêtant. Et en fait, on peut pas voir les valeurs intermédiaires si on veut les voir au fur et à mesure. Il faut que je la relance en sélectionnant. Avec les variables intermédiaires, simplement, vous pouvez avoir toutes les étapes, et donc c'est pratique ici parce que je peux simplement voir A3, mais ça prend pas mal de place, c'est pas forcément ce qu'on veut ici. Et il y a une façon beaucoup plus concise qui est celle-là, l'opérateur qui permet de prendre les avantages des deux. Ici, ça se fait en une ligne, ici, ça se fait en plusieurs lignes, et ça prend du temps parce que ici, il faut réécrire à chaque fois le nom des variables, mais ici, vous faites tout en une ligne, et vous écrivez la variable de base qu'une seule fois. Et ça, c'est très pratique, donc si je relance tout ça, vous voyez qu'on obtient le même résultat à la fin pour les trois éléments. Et donc avec ça, ça va vite, et vous pouvez vous dire, non mais regardez, on doit écrire beaucoup plus d'éléments. En fait non, ça va très vite, et c'est très logique. Par exemple, je peux commencer, donc on va de 1 à 10, donc on a notre premier vecteur, donc trop cool. Donc ici, je vais simplement mettre une pipe, et ensuite je vais dire, je vais faire le log, ensuite je vais faire une pipe, je vais faire la valeur absolue, ensuite je vais faire la racine carrée,
et ensuite je vais faire la moyenne. Et vous voyez que ça va très vite grâce au raccourci. Et en fait, avec ça, on a quelque chose d'assez lisible, parce qu'on sait qu'on commence par le 10, et donc la pipe, vous pouvez le lire comme un et ensuite vous pouvez relire tout ça. Et donc c'est une chose que j'aime beaucoup dedans, parce que c'est... Depuis que j'ai commencé à utiliser ces pipes là, ça m'a aidé beaucoup plus à relire facilement. Et aussi l'avantage avec ça, c'est que vous pouvez sauter des lignes, vous pouvez sauter des lignes dans les autres aussi, mais ici c'est beaucoup plus avantageux de sauter une ligne, d'aller ici, sauter une autre ligne, et vous voyez que ça aligne plutôt bien. Et l'avantage suivant, c'est que je peux simplement me dire, bon tiens, j'aimerais voir jusqu'à ce que ça donne jusqu'au log. Je peux simplement sélectionner cette partie, je peux lancer jusqu'à valeur absolue, je peux lancer cette partie aussi. Donc c'est assez cool, mais je peux aussi me dire, bon en fait, j'ai pas envie de sélectionner, je peux simplement lancer cette partie-là en supprimant la pipe, et donc tout ce qui est en bas n'est pas lancé, ça n'a lancé que ces deux lignes de code. La même chose aussi ici, je veux pas voir la moyenne à la fin, je veux juste voir ce que ça donne juste avant la fin, donc ce qui est cool aussi. Je me dis, ah tiens, en fait la valeur absolue, je vais mettre ça en silencieux, donc avec un commentaire, et donc du coup je fais la même chose sans la valeur absolue si je veux tester. Donc pour pouvoir faire du prototypage, c'est plutôt pas mal. Et aussi, si vous savez utiliser les raccourcis dans R, donc ici vous pouvez utiliser le Alt pour inverser, changer l'ordre des opérations, et ça se fait vraiment de manière super. Donc c'est pour ça que j'apprécie beaucoup. Vous pouvez aussi faire des copies si vous avez envie, bref. Ça marche très bien, c'est ligne par ligne. Aussi un autre avantage, c'est que par exemple ici, si je veux utiliser, je sais pas, un autre type de log, plutôt que le log de base, donc je peux appuyer ici, et je peux choisir comme base, par exemple, base 20. Voilà. Mais après, si je veux commencer à ajouter d'autres choses, il faut que je regarde dans la moyenne, et que je vais faire NARM. Vous voyez que ça devient très rapidement illisible si je commence à avoir beaucoup trop d'éléments. Ici, c'est encore assez lisible, mais ça prend du temps à être créé, alors que là, c'est à la fois lisible et c'est rapide. Et typiquement ici, si je veux ajouter le log, je peux le faire assez rapidement, 10, 20, tout en restant lisible. Et à la fin, je vais juste faire NARM. NA.rm est égal à true. Voilà. Donc vous voyez que c'est super flexible, et c'est ça qui permet en fait d'avoir une manipulation des données super simple. Et aussi, notez que l'opération n'a pas été faite sur l'élément de base, parce que si je vais de 1 à 10, ça n'a rien changé. Je vous montre un exemple. Si je fais A, c'est égal à 1 à 10. Voilà. Et ensuite ici, je fais tout ça sur A. Voilà, donc j'ai ça comme résultat, et si je regarde A, A n'a pas été modifié. Ce qui est cool, parce que après je peux décider à la fin, ok, donc maintenant que j'ai mon résultat dans A, pourquoi pas le mettre dans B. Et hop, vous pouvez mettre ça dans B, et donc si je mets B de cette manière-là, vous voyez que j'ai le résultat de A, tout en ayant A qui a été conservé. J'ai deux petites astuces, donc vous pouvez aussi créer B d'une autre manière. Par exemple, vous pouvez utiliser la flèche dans l'autre sens, de cette manière-là. Et donc, regardez B, vous voyez que ça a marché. Ça, c'est une manière parmi tant d'autres, mais généralement, on va préférer avoir B ici. C'est la manière la plus classique. Et moi, ce que je préfère aussi faire, c'est sauter une ligne, comme ça j'ai tout aligné, et je sais que c'est juste ici qu'on va faire l'insertion de l'élément. Et ensuite, vous savez que dans R, comme je viens de vous le montrer ici, si vous lancez ça, vous voyez pas le résultat comme on avait avant. Il faut lancer B pour voir le résultat. Et si vous voulez voir ce résultat tout en assignant la valeur, parce que vous pouvez pas avoir les deux normalement, vous pouvez simplement, je vais sélectionner une ligne avant et une ligne après, pour me faciliter la tâche, et j'ai juste lancé les parenthèses, donc tout ce qui va se trouver dans cette parenthèse, donc il va faire à la fois l'assignation, mais il va me montrer les résultats. Donc c'est une petite astuce si jamais. Donc j'espère qu'avec ça, vous voyez la puissance de l'opérateur pipe, mais on va voir d'autres choses plus en détail. Donc si franchement votre but c'était de savoir comment l'opérateur pipe fonctionne et pourquoi vous devrez l'utiliser, ici on a couvert vraiment l'essentiel, et vous pouvez vous arrêter là dans cette vidéo. Mais si vous voulez être plus curieux, je vais vous présenter le reste. Donc ici, on va voir l'avantage de l'utilisation de la pipe. Donc comme on l'a dit, c'est pour améliorer la lisibilité, ça évite d'avoir des variables intermédiaires, et aussi ça facilite l'ajout de modifications ou des modifications dans les étapes de manipulation des données, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc maintenant, on va voir un exemple avec dplyr. Donc ici, si vous avez vu notre vidéo sur les bases dans tidyverse en bref, normalement vous comprenez ce qui se passe ici, et donc si vous lancez ça, vous avez le résultat, et à n'importe quel moment vous pouvez couper, ajouter des éléments, etc. Et l'avantage avec les packages tidyverse comme dplyr, c'est qu'on a des
fonction pipe friendly, on verra ce que ça veut dire tout à l'heure. Ici on parle de placeholder ou de place réservée et c'est pour ça qu'on parle de fonction pipe friendly. Comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on va faire une pipe, ça va prendre l'élément de gauche et ça va le mettre en première position de la fonction à droite. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que si je veux faire... Là, on a le jeu de données iris qui est de base chargé dans R. Ici, nous avons nos colonnes, nos éléments, etc. Mais si je veux utiliser quelque chose comme lm, donc qui peut faire une régression linéaire, et je vais dire sepal.length avec species, voilà. Ici, je suis censé mettre un argument data, ou data. Pardon, j'ai mis un point, excusez-moi, donc je vais mettre iris. Donc ici, vous voyez que ça m'a fait ma régression linéaire. Par contre, si on veut faire ça avec une pipe, donc si je mets iris, et que je vais mettre ça là-dedans, donc je vais devoir retirer ça ici. Lorsque je vais lancer ça, vous voyez que ça ne va pas marcher, parce que la première chose que la fonction lm attend, c'est une formule. Donc cette première partie. En faisant cette pipe, je mets iris à la place de cette formule. Donc comment faire pour dire à cette fonction que je veux que iris soit là? Et donc c'est ici qu'on va utiliser le placeholder, donc c'est le point ici. Et donc c'est pour dire, ok, maintenant on va déplacer cet élément iris à cet endroit-là. Et donc du coup maintenant on peut utiliser la fonction comme on veut. Et donc ça c'est pratique pour des fonctions qui ne sont pas pipe friendly, donc c'est-à-dire qui ne prennent pas en première position le dernier objet qui aurait dû être utilisé. Donc ici par exemple nos données. Donc maintenant j'espère que vous comprenez la différence entre les fonctions pipe friendly et les fonctions qui ne sont pas pipe friendly. Notez aussi que ce placeholder vous pouvez le mettre dans n'importe quel endroit. Donc si par exemple il y a un autre endroit où il faut que je précise les données ou que je fasse une modification, comme par exemple je sais pas, il me semble qu'il y avait un élément weight quelque part, oui c'est le premier, pardon. Voilà, je peux, si je ne me trompe pas, prendre un élément de notre tableau de données, voilà, et vous voyez qu'il reconnaît tout de suite que ça vient de iris, et ensuite je vais lui dire, fais la pondération en fonction de petal width, et vous voyez que ça a fonctionné, parce qu'ici il a repris cet élément-là, donc je peux le récupérer et aussi le manipuler. Donc ici, c'est la même chose, donc on a la fonction width, width qui nous permet en fait de rentrer dans iris, et de pouvoir faire sepal length et sepal width. Donc je vous montre rapidement. Si on utilise cette fonction-là, si on veut utiliser ça sans la pipe, normalement vous pouvez simplement faire width, iris, et ensuite ici vous pouvez faire sepal length et sepal.width. Parfait. Et ici, ça va marcher, donc, pardon, j'ai mis j'aurais dû mettre une division, donc voilà, donc il va chercher à l'intérieur de iris les deux colonnes sepal length et sepal width, parce que si je ne fais pas ça et que, par exemple, je supprime tout ça, voilà, donc vous voyez qu'il ne trouve pas ces objets-là parce qu'il ne va pas les chercher à l'intérieur de iris. Mais si vous voulez l'utiliser de manière normale et classique, donc comme vous avez probablement appris dans R, donc là j'utilise un autre raccourci, vous pouvez simplement écrire iris et mettre le $, donc dans les deux côtés, et lorsque vous allez lancer ça, donc vous avez la même chose que ici. Donc, mais le width, il est pratique pour ça, et donc si vous pouvez l'utiliser avec une pipe, c'est vraiment cool. Et ensuite ici, vous pouvez faire la moyenne du dernier résultat de ça. Donc ce qui est pratique. Et ici trim, c'est simplement retirer les valeurs extrêmes, donc les premiers éléments, les derniers éléments, donc là c'est 10%, 10% de chaque côté si je ne me trompe pas. Et après ici on prend le 50e élément de tout ça, donc franchement assez facile. Donc ici 50e élément ça marche pas parce que ce n'est pas un vecteur si je ne me trompe pas. Donc simplement je peux juste mettre celui-là en silencieux pour voir ce que ça donne. Voilà, donc ça prend le 50e élément ici. Donc voilà, j'espère que vous voyez comment ça marche maintenant. Et maintenant, donc, vous voyez que le point, ça représente l'élément. Salut! Donc, on va arrêter la vidéo maintenant. En fait, je me suis rendu compte que si on faisait dans une même vidéo l'introduction et les parties avancées, peut-être que ça va vous mélanger les pinceaux, surtout si vous découvrez le sujet. Donc, on va en rester là pour aujourd'hui. On aura une deuxième partie qui va arriver très bientôt parce que je les édite en même temps. J'espère que le contenu vous a tout de même plu. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à mettre un like et à partager parce que ça nous aide à grandir et ça nous encourage à pouvoir travailler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas parce que nous sommes une petite chaîne, donc nous réagissons à absolument tous les commentaires. Et en attendant de se revoir dans de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt.